Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre conférence mémorable Les infirmières praticiennes spécialisées et les troubles neurocognitifs, défis, opportunités et avenir. Je me présente, Rachel Sanson, directrice de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Donc, pour la logistique, cette conférence va consister en une présentation partagée par nos deux conférencières, suivie d'une période de questions. À tout moment, vous pouvez écrire vos questions dans le Q&A ou Q&R au bas de votre application Zoom. Si vous avez des questions qui vous viennent après la conférence, vous êtes toujours les bienvenus de nous les écrire à conférence@alzheimerquebec.ca. Cette présentation est enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube la semaine prochaine. L'adresse courriel vers le lien et la chaîne YouTube sont inscrits dans la boîte de clavardage. Cette conférence vous est offerte gratuitement grâce à la générosité de nos donateurs. Je tiens à remercier chaleureusement tous les donateurs de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Grâce à vos dons, vous soutenez l'amélioration continue des programmes et services offerts par nos sociétés régionales. Vous rendez aussi possible des projets de recherche visant à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec troubles neurocognitifs et leurs familles. Sans plus tarder, passons à la conférence d'aujourd'hui. Les infirmières praticiennes spécialisées, ou IPS, ont vu le jour au Québec il y a à peu près 20 ans. Cependant, les lois encadrant la profession évoluent rapidement, ce qui permet aux IPS de jouer un rôle de plus en plus important dans nos vies. Et il me fait, pour cela, pour nous expliquer davantage le rôle qu'elle joue, il me fait plaisir d'avoir avec moi Madame Maude Raymond, qui est une infirmière praticienne spécialisée Premier Lien et la présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec. Et nous avons également Madame Catherine Boulet-Gendron, qui était la première infirmière praticienne spécialisée en gérontologie au Québec. Je vous remercie grandement d'être avec nous. Et pour vous donner rapidement leur bio un peu. Madame Maud Raymond est infirmière praticienne spécialisée en premier lien au CIUS de l'Estrie, où c'est le centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke depuis 2015. Et elle occupe des fonctions de gestion de la coordination des IPS depuis quelques années. Elle est chargée de cours à l'Université de Sherbrooke depuis 2022 et la présidente de l'ISPQ depuis 2024, donc depuis presque un an. Madame Catherine Boulet-Gendron est infirmière praticienne spécialisée à la clientèle adulte dans le domaine de la gériatrie depuis 2020 et elle pratique à la Clinique gériatrique de Québec à l'hôpital de Saint-Sacrement. Elle est chargée de cours au deuxième cycle pour l'Université Laval et l'Université du Québec à Rimouski. Et elle est également membre du Comité des infirmières praticiennes spécialisées à la clientèle adulte au Québec et l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec. Donc, sans plus tarder, Madame Raymond, Madame Boulet-Gendron, je vous remercie d'être avec nous et c'est maintenant à vous. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir aujourd'hui sur un sujet qui nous fait toujours plaisir de partager. Je suis avec Catherine aujourd'hui, fait qu'on va pouvoir vous présenter le tout. Puis ensuite, il va y avoir une période de questions, là, si jamais vous avez des questions plus spécialisées. Donc, on pourrait débuter avec notre première question pour le grand groupe. Donc, qu'est-ce qu'une infirmière praticienne spécialisée ou IPS? Donc, on va des fois prendre nos trois petites lettres parce que ça devient des fois un petit peu long à dire. Donc, une infirmière praticienne spécialisée, elle possède des compétences de haut niveau qui se déploient autour de l'évaluation avancée de l'état de santé du patient. On peut poser un diagnostic. On peut prendre en charge au niveau thérapeutique selon les meilleurs traitements, les dernières données probantes, beaucoup de relations et communication avec la personne et aussi sa famille. On parle de collaboration, consultation avec les autres professionnels de santé. On a beaucoup de promotion, prévention des maladies à faire. On a un certain leadership clinique auprès des membres de l'équipe intra- et interprofessionnelle. Puis on est beaucoup en soutien à nos collègues infirmières sur le plancher. Maintenant, depuis décembre, avec le dernier examen de l'ordre, on parle de 1829 IPS au Québec. On a 5 spécialités, dont soins de première ligne, soins adultes, santé mentale, soins pédiatriques et néonatologie. Donc, si on fait une petite ligne du temps, là, on parle de 2005-2007, les premières arrivées des 3 spécialités, néonatologie, néphrocardio, qui est les ancêtres des soins aux adultes. Au niveau de première ligne, on parle de l'arrivée 2007-2009. Donc, vraiment, première ligne, on parle de tout ce qui est plus en GMF, en CLSC.
2018, on a eu un autre changement au niveau réglementaire, donc l'apparition des soins aux adultes avec d'autres domaines de soins que la cardio et la néphrologie. On parle des IPS en santé mentale qui peuvent être en première, deuxième et troisième ligne, soins de proximité spécialisés, ultra spécialisés. Puis on parle aussi de nos IPS en soins pédiatriques qui sont en centre hospitalier. Donc, depuis 2018, on parle de vraiment 5 classes. Au niveau de l'âge de la clientèle, donc IPS santé mentale, 0 100 ans, il n'y a pas de différence. Il y en a qui sont plus en gérontopsychiatrie, plus d'autres en pédopsychiatrie avec les enfants. Au niveau de la néonatologie, on parle des bébés prématurés, puis ils peuvent faire un suivi de leur clientèle postnatale après au niveau du développement. Au niveau de première ligne, on joue aussi de 0 100 ans et plus. Pédiatrie, moins de 18 ans. Puis au niveau de soins aux adultes, on parle d'une clientèle de plus de 18 ans en centre hospitalier. Donc, comme vous l'avez bien compris, quand on parle des IPS aux soins aux adultes, il y a différents domaines de soins qui existent. Et en fait, cette expertise-là a été acquérie des suites des stages qu'on a fait dans le domaine IPS pour aller chercher une certaine expertise. Donc, on a eu une intégration d'environ 1 an là, qui dure après notre parcours scolaire pour aller bien s'ancrer dans le domaine choisi. Donc, souvent, comme on l'a nommé tout à l'heure, on entend souvent parler de la cardiologie, la néphrologie, mais il y en a plusieurs autres dont la gériatrie qui est le mien. Il y a aussi la chirurgie générale, l'oncologie et la médecine interne. Ceci est une liste non exhaustive, donc plus ça va, plus il y a des nouveaux postes pour les soins aux adultes qui travaillent principalement dans les centres hospitaliers et dans la clinique externe. Donc, pour faire un petit résumé de les principaux que nous entendons parler. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, on a des activités professionnelles qui sont vraiment partagées, qui découlent aussi de tout ce qui est le médical, en plus de certaines activités infirmières, soit 17 activités infirmières réservées qu'on peut pratiquer. Alors maintenant, nous, les IPS, ce qu'on peut faire, c'est diagnostiquer des maladies, on peut prescrire des examens diagnostiques, on peut utiliser des techniques diagnostiques invasives, on peut déterminer des traitements médicaux, on peut prescrire des médicaments et d'autres substances, prescrire des traitements médicaux. On peut utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux invasifs. On peut effectivement effectuer des suivis de grossesse si c'est dans la spécialité dans laquelle nous pratiquons. Et on peut nouvellement ainsi administrer des médicaments ou des substances qui permettent à une personne d'obtenir l'aide médicale à mourir. Alors, qu'est-ce qui différencie une IPS d'un autre type d'infirmière? C'est une question qu'on entend souvent, qu'on se fait souvent demander. Alors, allons-y. Donc, au niveau des infirmières, parce que même nous, entre nous, infirmières, on a de la difficulté des fois à reconnaître un peu ou comprendre le rôle de tous et chacun. Donc, quand on parle d'une infirmière auxiliaire, donc on peut les retrouver à l'hôpital, on peut en retrouver des fois en clinique médicale également. On parle d'un DEP d'à peu près 2 ans. Quand on parle d'une infirmière technicienne, on parle d'un DEC. Donc, on va au niveau collégial, un 3 ans. Ensuite, on a l'infirmière clinicienne. Donc, c'est une infirmière là, qui va avoir un programme universitaire de premier cycle. Donc, on parle d'un baccalauréat. Il y a toujours le choix de le faire directement à l'université après des sciences nature ou de faire le DEC-bac. Donc, on va aller chercher le bac en supplément. Donc, on est infirmière clinicienne, puis certains vont avoir des postes de conseillère en soins également. Quand on parle de programme universitaire de deuxième cycle, au niveau de la maîtrise, c'est là qu'on a plusieurs choix. On peut être infirmière clinicienne spécialisée en prévention des infections. On parle de conseillère cadre en soins infirmiers. Puis dans certains milieux, il y a des infirmières cliniciennes de pratique infirmière avancée. Puis au niveau du programme de deuxième cycle, de nous, de notre côté, on parle d'une maîtrise et d'un diplôme d'études supérieures. Donc, on fait vraiment à peu près un deux, 2 diplômes en 2 ans, 2 ans et demi pour vraiment avoir le titre d'infirmière praticienne spécialisée. Donc, quand on parle de la formation de A jusqu'à la fin, donc il faut vraiment passer par le baccalauréat en sciences infirmières qui est très important. Ensuite, on a un examen de certification aussi, que ce soit à la technique ou au bac, tout dépendant. Puis, il faut travailler au moins 2 ans là, à temps complet dans comme infirmière, puis il faut au moins à peu près 1 an dans le domaine où est-ce qu'on peut aller. Donc, si je vais en pédiatrie, il faut 1 an avec la clientèle pédiatrique. Puis si je vais aller en soins aux adultes, peu importe la spécialité, mais il faut 1 an en centre hospitalier avec cette clientèle-là.
Donc, comme moi en première ligne, il faut à peu près 1 an en pratique nordique, en CLSC, en JMF pour vraiment aller faire ma maîtrise de première ligne. Donc, ensuite, on va faire la maîtrise plus notre diplôme d'études supérieures. On termine, on devient candidate à la profession. Comme quand on a fait pour notre titre infirmière, on reprend un autre examen. On dit tout le temps qu'on n'en fera jamais d'autres, mais on en fait un autre. Puis ensuite, on va vraiment avoir notre certification de spécialiste, là, puis qu'on devient IPS par la suite. Donc, ce qu'on va aller chercher vraiment là, dans notre cours, dans nos cours de physiopathologie, de pharmacologie et même dans notre stage, c'est qu'on va aller changer un petit peu notre méthode de pensée, puis on va aller peaufiner notre démarche clinique au niveau de l'IPS. Donc, souvent, quand on est infirmière, on est beaucoup plus dans l'action. Là, il faut vraiment aller dans notre évaluation, il faut aller poser des questions aux patients, faire une anamnèse, autant à la famille et aux proches, tout dépendant du contexte du patient pour aller ensuite faire un examen physique ciblé selon la raison de consultation. On va aller aussi voir dans nos analyses, dans nos résultats de laboratoire, dans nos imageries, qu'est-ce qui peut nous aider à venir davantage peaufiner nos hypothèses diagnostiques, qu'ils soient provisoires ou finaux, là, tout dépendant. Puis ensuite, on va prescrire nos examens paracliniques nécessaires, qu'on parle de scan, on parle de prise de sang, de radiographie. Puis ensuite, on va avoir un plan de traitement personnalisé aux besoins de la clientèle. Donc, vous le comprendrez que la pratique infirmière avancée, c'est beaucoup d'éléments mis ensemble. On en a parlé un peu tout à l'heure. Mais notre principale préoccupation, c'est toujours de mettre le patient ou l'usager au centre de nos soins. Donc, oui, on va avoir aussi du leadership professionnel pour, par exemple, de prendre des initiatives, de développer des projets novateurs également. On va travailler dans la recherche, dans l'amélioration des pratiques, d'aller chercher les données probantes pour les appliquer directement dans nos décisions cliniques. On a aussi un rôle de superviseur, de formation, d'enseignant. On est aussi très près des étudiants IPS dans les milieux lors de leur formation pour s'assurer de les superviser puis de bien les encadrer. On a aussi une belle touche d'éthique avec les actions partagées qu'on peut faire, par exemple, quand on est plutôt dans l'évaluation de l'aptitude ou tout ce qui est le légal également dans le protocole derrière l'aide médicale à mourir, par exemple. On va aussi optimiser le système de santé. On a plusieurs études qui démontrent, pardon, que les IPS sont productives, ils sont efficientes, ils coûtent pas cher au système de santé. On permet également de diminuer le temps d'hospitalisation et on évite également certaines portes tournantes. On a aussi beaucoup d'emblée de la collaboration intra- et interprofessionnelle avec tous les autres professionnels. Puis, on a également une charge qui s'applique au niveau du soutien des cliniques infirmières, donc de répondre aux questions, de faire du mentorat et également de faire du coaching aux besoins. Donc là, bien qu'on ait évalué, on ait décrit ce qui différencie les différents titres infirmières, mais qu'est-ce qui différencie une IPS d'un médecin? Ça aussi, c'est une question qui revient souvent dans notre pratique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IPS, elle a une formation plutôt de deuxième cycle, donc de niveau maîtrise, alors que le médecin, lui, sera d'emblée vers le troisième cycle, soit le doctorat. L'IPS, ça va avoir une approche beaucoup plus holistique, globale et préventive, c'est ce qui est décrit dans la littérature, alors que le médecin sera plus axé parfois sur le diagnostic et le débit. Les IPS pourront établir des diagnostics selon la spécialité dans laquelle ils exercent, pardon. Par contre, il peut y avoir quelques exceptions, puis on va y revenir un peu plus tard. Les médecins, eux, peuvent avoir vraiment la possibilité de faire des diagnostics autant différentiels que provisoires que finaux, sans contrainte, puis ils pourront également établir des plans de traitement qui sont vraiment très larges, tandis que l'IPS devra toujours se rapporter à c'est quoi mes connaissances, c'est quoi mes compétences, c'est quoi la limite de mon champ de pratique, de ma spécialité aussi, pour vraiment s'assurer d'exercer adéquatement. Donc, quelle est la place d'une IPS au sein d'une équipe multidisciplinaire? Je vous dirais que c'est beaucoup la collaboration. Par exemple, si j'ai une infirmière qui a un doute, qui voudrait que qu'on revoie par exemple un patient parce qu'il y a une détérioration, à ce moment-là, ça va nous faire plaisir de collaborer avec eux. Souvent également, on va faire des demandes de consultation. C'est bidirectionnel, donc autant on pourra demander à un autre professionnel, par exemple un ergo, un physio, une travailleuse sociale, de collaborer dans un dossier. Autant qu'eux également, ils peuvent nous demander de revoir le patient après une consultation professionnelle. Donc, c'est vraiment le but, c'est d'aller chercher l'expertise et le meilleur de chaque professionnel pour le patient, pour l'usager. Et nous aussi, on va assurer de faire un suivi là, selon
un peu comme en étant le pivot, le professionnel pivot à travers tous les multiples professionnels qui peuvent être présents. Moi, ce que j'adore dire dans mon jargon, c'est toujours que l'IPS, c'est un joueur de plus sur la ligne offensive. On n'est pas là pour prendre la place de personne, on est en complémentarité, on travaille en équipe, on travaille ensemble, puis c'est toujours dans l'optique que l'usager est au centre et on travaille avec les pharmaciens, les infirmières, l'ergothérapeute, les physiothérapeutes, travailleurs sociaux, les médecins, les neuropsychologues et les nutritionnistes. Maintenant, comment pouvons-nous être référés à une IPS? Parfait. Ça aussi, c'est une question qui arrive quand même assez souvent là, dans nos conférences ou dans nos milieux cliniques également. Donc, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que l'IPS, initialement, la raison du pourquoi on est arrivé dans le système de santé, c'est vraiment pour augmenter l'accès aux soins. C'est d'être capable d'offrir une porte supplémentaire pour la clientèle, que ça soit en centre hospitalier, que ça soit en première ligne. Donc, en ce moment, là, tout ce qui est dans les soins et services de première ligne, on parle qu'il y a une entrée dans les JMF cliniques médicales quand on a la chance d'avoir un médecin ou un IPS qui nous suit. On parle des pharmacies communautaires. On parle aussi du GAP, qui est vraiment le guichet d'accès à la première ligne pour la clientèle orpheline et ceux qui sont inscrits collectivement à une clinique médicale. On parle aussi d'organismes communautaires, qui est quand même une grande porte d'entrée de ce côté-là, ou qui ont des fois des professionnels attitrés ou de référence. Tout ce qui est info-santé aussi est une porte d'accès. Tout dans la mission CLSC, on englobe tous les programmes jeunesse, les programmes de santé mentale, tous les soins à domicile, les soins généraux qui sont un petit peu plus courants, tout ce qui est des programmes maintenant de maladies chroniques, la santé de la femme, toutes les cliniques de planning, santé publique, on parle des missions GMF ou GMFU. Puis maintenant, là, depuis à peu près 2 ans, là, il y a tout aussi les cliniques IPS qui ont fait leur entrée avec des équipes multi pour prendre en charge la clientèle. Donc, également, là, depuis avril 2024, les IPS-PL en première ligne peuvent pratiquer eux qui pratiquent dans les cliniques IPS peuvent prendre en charge des clientèles directement à la RAMQ. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes en attente sur le guichet d'avoir un médecin de famille ou un IPS. Donc, nous, on va aller chercher des listes de patients qui sont en attente selon les codes de priorité. Puis ensuite, vous allez être appelé pour dire que vous avez une IPS qui vous a été attitrée pour votre prise en charge. Donc, on prend il y a des guides là, pour prendre en charge selon le nombre de journées que nous sommes à la clinique. Puis ensuite, on attend la phase 2 de ce projet que les IPS en GMF ou en autres milieux que ceux de clinique IPS peuvent prendre en charge directement à la RAMQ. Puis pour l'instant, il n'y avait pas de notion de prise en charge dans les centres d'hébergement par les IPS. Puis, souvent, ce qu'on entend beaucoup dans les derniers temps, quand il y a eu l'inscription à la RAMQ, c'est que les IPS peuvent prendre en charge 95 de la clientèle. J'aimerais ça rassurer les gens que pour le patient qui est inscrit à une IPS, il n'y aura pas d'enjeu de je vais avoir juste 95 de mes besoins qui vont être comblés. Je pense qu'il faut le voir en équipe. Souvent, moi, je dis que le patient ne voit pas l'arrière-scène. Puis, ce que ça fait, c'est que nous, on va aller chercher justement l'avis de nos collègues en centre hospitalier, en soins aux adultes, en santé mentale pour répondre aux besoins de la clientèle. Donc, pour le patient, il n'y a pas de préjudice qu'il soit pris en charge par une IPS versus un médecin. Donc, si on fait un résumé, quand on parle des soins et services généraux, c'était anciennement la première ligne, et quand on parle des soins et services spécialisés, c'est tout ce qui est la deuxième et troisième ligne. Donc, si on fait un résumé, si on est vraiment plus au niveau des soins et services généraux, comment on peut être référé à une IPS? Bien, c'est soit par un autre médecin, soit par une autre collègue IPS, par le guichet d'accès aux patients ou par une clinique IPS également. Et quand on est plus dans les soins spécialisés, ça va être soit par un médecin généraux, donc un médecin de famille, un urgentologue, par exemple, un médecin spécialiste, par exemple, moi, un patient qui voudrait être vu qui pourrait être vu en gériatrie, mais qui est suivi en cardiologie, ben, le cardiologue pourrait faire la demande. Par une IPS également, que ce soit en première ligne, en santé mentale, en soins aux adultes, peu importe la spécialité, et par des cliniques spécialisées. Alors, à ce moment-là, le patient sera attribué à une IPS, par exemple, tout dépendamment des besoins et de la demande et tout ce qui justifie la démarche clinique. Je Alors, vais y aller. Ouais. oui, vas-y. Donc, où pratiquent les IPS? Donc, ce qui est bien important, vu qu'on a 5 spécialités là, qui sont bien diversifiées de notre côté, tout ce qui est néonatologie,
sont vraiment en soins intensifs néonatal, dans tous les centres un petit peu plus spécialisés. Tout ce qui est soins aux adultes, on a parlé des départements hospitaliers, que ce soit en courte durée, en soins intermédiaires, en soins intensifs également, tout ce qui est en clinique ambulatoire, les cliniques de cardiologie, d'insuffisance cardiaque, on peut les voir dans des cliniques spécialisées comme au niveau gériatrique, toutes les unités coronariennes également. Il y a des centres satellites où est-ce qu'en hémodialyse, il y a quand même il y a quand même plusieurs IPS en néphrologie qui sont là, tous les services de greffe rénale également. Au niveau première ligne, ben, tout ce qui est dans première ligne, on peut couvrir, donc CLSC, GMF, beaucoup dans le nord du Québec maintenant aussi, soit à domicile, à l'urgence. C'est pas notre prémisse d'aller là directement. Je pense que le but, c'est de sortir les patients de l'urgence, mais dans certains petits points un petit peu plus éloignés, là, des fois, on va avoir des milieux un petit peu plus connexes. Tout ce qui est les cliniques des réfugiés également. Tout ce qui est les centres jeunesse, les centres de longue durée, les centres de détention, puis maintenant les cliniques de première ligne au niveau IPS. Santé mentale, on peut être un petit peu partout également, autant en CLSC, en centre de dépendance, l'urgence psychiatrique, tout ce qui est réfugiés en détention, les cliniques externes de psychiatrie. On peut les voir en clinique IPS également, tout ce qui est la pédopsie et des fois dans des ressources intermédiaires. Puis ils vont aller faire aussi des visites à domicile de certaines clientèles pour aller les chercher directement dans leur milieu de vie. Puis au niveau des soins pédiatriques, autant soins intensifs, on peut en avoir en soins palliatifs, en clinique externe, à l'urgence, dans des cliniques très spécialisées, dans services complexes à domicile également, puis dans des cliniques IPS, on peut en avoir un petit peu. Donc maintenant, quelles sont les limites du rôle de l'infirmière praticienne spécialisée? Donc, on a quelques limites en fait qui peuvent être parfois un défi, j'ai envie de dire, dans notre pratique. Et vous comprendrez que les troubles mentaux, qui incluent le trouble neurocognitif, est une limite de notre pratique actuellement. Alors, seules les infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale qui ont vraiment fait une spécialité au niveau de la santé mentale peuvent diagnostiquer le trouble de santé mentale, donc ils peuvent également initier les médicaments associés. Si on est dans la spécialité de la première ligne ou dans la spécialité soins adultes comme nous, malheureusement, nous ne pouvons pas encore diagnostiquer les troubles mentaux. Donc, on ne peut pas non plus initier de médicaments. On peut parfois émettre un problème de santé mentale sur une courte durée, par exemple, une difficulté de sommeil, et adresser la problématique avec une médication qui pourrait être débutée, mais c'est seulement pour c'est pour une courte durée seulement. Sinon, on se doit là, de collaborer avec un médecin partenaire qui pourra nous aider à bien identifier le diagnostic, à bien le camper ensemble pour ensuite initier un traitement et un plan de traitement que nous, on pourra suivre par la suite. Donc, quand on est dans les premières lignes et les soins aux adultes, le médecin doit vraiment collaborer étroitement avec nous. Par contre, quand on est plus dans le santé mentale, leurs limites, eux, c'est plus au niveau des problèmes de santé physique, ce qui est à l'inverse de nous. Les autres limites qui nécessitent une collaboration étroite avec un professionnel de la santé qualifié, c'est principalement lorsque nous, là, en tant que professionnels IPS, on ressent que la situation dépasse nos compétences, notre domaine de soins, ou que ça reflète pas vraiment la clientèle de notre spécialité. C'est à nous de le réaliser et de demander par la suite à quelqu'un de plus qualifié que nous pour collaborer pour le cas, par exemple. Si les signes et symptômes ou les résultats se détériorent puis qu'on n'est plus vraiment en mesure de suivre, alors encore une fois, on va se tourner vers un professionnel qualifié. Si les résultats escomptés de la thérapie ne sont pas vraiment rencontrés, puis que le patient il répond pas ou l'usager ne répond pas au traitement habituel, ça aussi, c'est une limite vers laquelle on va se tourner vers un autre professionnel qualifié. Et il y a trois autres éléments qui sont déterminer l'aptitude au bien et à la personne. Ensuite, on ne peut pas admettre un patient en hospitalisation à notre nom, surtout quand on est en soins adultes, pédiatrie, puis santé mentale. Et on ne peut pas non plus ordonner le congé médical. Mais vous comprendrez que le médecin, eux, peuvent le faire. Donc, à ce moment-là, on collabore étroitement avec eux. Fait que là, on se dit souvent, ben là, quelle est la responsabilité professionnelle de l'IPS dans tout ça? Mais il faut comprendre que l'IPS, c'est une professionnelle autonome et elle est responsable et imputable de chacune de ses décisions. Donc, le médecin, lui, n'est pas responsable d'une décision qu'une IPS prend. Toutefois, du moment qu'elle
collabore avec lui, qu'elle lui demande son avis, qu'elle lui demande de se positionner sur un diagnostic ou qu'elle se demande de se positionner, qu'elle lui demande en fait de se positionner sur un traitement, à ce moment-là, il engage sa responsabilité professionnelle à lui et ça devient une responsabilité qui est partagée. Ce qui est magnifique, c'est qu'il y a plusieurs étapes encore à venir, hein. On sait, le rôle de l'IPS se développe avec les années. On a beaucoup plus de capacité, de capacité, j'ai envie de dire. Il y a deux grands avancées qui s'en viennent et c'est principalement la raison pour laquelle on voulait vous en parler, c'est que les diagnostics de troubles de santé mentale, incluant le diagnostic de troubles neurocognitifs, s'en vient d'ici la fin 2025. Donc, ça sera vraiment une belle avancée pour nos usagers, pour nos proches aidants également, pour notre, j'ai envie de dire, pour notre population en général. Et de là, va pouvoir nous amener la possibilité d'évaluer l'aptitude au bien à la personne. Donc, on sait que déjà l'IPS, l'instinct infirmière peuvent évaluer tout ce qui est l'aptitude à consentir aux soins, qui est complètement un autre volet. Mais quand on n'est plus dans le législatif, le légal, l'aptitude au bien à la personne, c'est encore aujourd'hui une limite, mais ça va venir à changer. On est vraiment content. Puis peut-être pour rajouter, Catherine, là, si on regarde dans les autres provinces, les autres IPS, là, qu'est-ce qu'ils font dans leur champ de pratique, on était pas mal la seule province qui dissociait le corps et la tête. Donc, ça fait des années qu'on milite justement pour le diagnostic au niveau du trouble de santé mentale, qui inclut aussi le trouble neurocognitif que plusieurs experts vont peut-être dire que c'est plus au niveau physique qu'au niveau de la santé mentale. Mais je pense que c'est vraiment là, des longues années de travail. Puis je pense que tout le monde voit l'accessibilité pour la clientèle, puis d'éviter des fois de dédoubler certains rendez-vous, puis d'avoir une meilleure fluidité dans les soins. Donc, on est bien content là, d'ici la fin 2025 qu'il va y avoir une belle nouvelle qui va être annoncée. Tout à fait. Puis on se rappelle aussi que le trouble de santé mentale, c'est tout ce qui est répertorié dans le DSM-5. Et la raison pour laquelle le trouble cognitif est considéré comme un trouble de santé mentale, c'est vraiment parce qu'il est répertorié dans le DSM-5. Mais je suis amplement d'accord avec toi, Maud, puis on en parle souvent. Le trouble cognitif n'est pas seulement c'est pas seulement un désordre mental, ça va être beaucoup de la cognition, ça va être de la neurologie, ça va être beaucoup du clinique, des changements paracliniques également. Donc, c'est vraiment, pour nous, ça fait une belle avancée puis un sens. Ça résonne beaucoup avec notre spécialité, ben, ma spécialité de la gériatrie, effectivement. Donc, quelles sont les trajectoires typiques des soins pour les troubles neurocognitifs connaissant nos limites actuelles? Donc, de notre côté, là, on va parler des soins de proximité et soins spécialisés. Donc, souvent, on parlait de première et deuxième ligne, mais on a un changement de vocabulaire que même pour nous, des fois, c'est difficile de se remettre avec ce nouveau vocabulaire-là. Donc, quand on parle des soins de proximité, anciennement la première ligne, pour la clientèle orpheline, on parle de 811 option 3. Là, on en voit partout dans les nouvelles, à la télévision. Ça reste la meilleure option. Au niveau tout ce qui est soins suivis en soins à domicile, il peut y avoir une référence qui est faite à un autre professionnel. Également, on parle de la clinique médicale des GMF et les cliniques IPS également, qui est une porte d'entrée pour les soins de proximité. Quand on parle plus des soins spécialisés, il faut vraiment une référence par un médecin ou un IPS pour référer à nos collègues en centre hospitalier. Donc, maintenant, je vous ai fait une ébauche d'algorithme collaboratif là, pour une trajectoire en soins et services spécialisés dans le contexte d'un trouble cognitif. Ce qui veut dire que je ne voulais pas vous donner un exemple précis, mais plutôt un algorithme pour bien comprendre, ben, si j'ai telle présentation, est-ce que c'est le gériatre ou l'IPS qui est la mieux placée pour aider? En fait, c'est qu'on porte toujours d'une évaluation médicale d'un client. Et si on est plus dans l'évaluation cognitive, dans la précision du diagnostic cognitif, dans l'aptitude au bien et à la personne et dans l'initiation d'un inhibiteur de la cholinestérase, par exemple, qui est le médicament pour ralentir la progression de la maladie cognitive, on va être beaucoup plus du côté du gériatre. On comprend ici que ce que l'IPS fait, le gériatre peut le faire aussi. Par contre, l'IPS ne peut pas faire tout ce que le gériatre fait. Donc, si on est plus dans un problème de santé physique, dans les suivis des troubles cognitifs pour le renouvellement de l'inhibiteur, par exemple, tout ce qui est les symptômes comportementaux et psychologiques reliés à la démence et tout ce qui est en lien avec le délirium, l'IPS pourra le faire, par exemple, dans une trajectoire de soins spécialisés.
Donc, pour les prochaines diapos, on a vraiment fait la présentation de certains cas. Donc, pour l'exemple numéro un, on parle d'une personne âgée avec des symptômes précoces de troubles neurocognitifs. Donc, on va parler un petit peu plus au niveau de la première ligne, qui est plus ma réalité à moi de mon côté. Donc, on parle d'un homme, là, c'est tout est fictif, là, mais de 65 ans avec un questionnement sur des possibles atteintes cognitives. Il n'y a pas de médecin ou d'IPS inscrit à la RAMQ. Donc, il appelle au GAP 81 option 3 pour un rendez-vous en clinique. Il a réussi à avoir la ligne et à avoir un rendez-vous. Donc, il va avoir un rendez-vous là, en clinique IPS avec une IPS-PL. Donc, quand il voit l'IPS, c'est sûr que tout dépendant d'un sans rendez-vous versus un rendez-vous avec un petit peu plus long, tout dépendant des milieux, mais je pense qu'il faut faire une revue complète. Donc, de la médication, on revoit les antécédents médicaux, les antécédents familiaux également. On revoit un petit peu les habitudes de vie du patient, son profil d'autonomie dans ses activités de la vie quotidienne. On parle aussi de conduite automobile qui est bien importante. Puis également, c'est sûr que tout dépendant où est-ce qu'on est ou une relation avec le patient, il faut parler de niveau de soins. On parle d'objectifs de soins aussi, là, qui peut des fois nous déterminer vers quoi qu'on va investiguer ou pas, puis vraiment prendre en compte là, les besoins du patient. Donc, ensuite, on fait vraiment une revue de tous les symptômes qui pourraient confirmer ou infirmer certains diagnostics différentiels. Donc, on a tout le temps l'air d'un petit détective avec toutes nos questions, mais il y a toujours une raison derrière tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, on veut éliminer certaines causes métaboliques, certaines causes neurologiques aussi ou psychologiques. Il faut vraiment aller vers un diagnostic d'exclusion. Donc, il faut éliminer tout ce qu'on peut éliminer. Ensuite, on va aller faire un examen physique ciblé. On va faire certaines prises de sang. On va faire une imagerie. On peut parler d'un scan cérébral s'il n'y en a pas eu un dans la dernière année. Puis ensuite, on peut vous référer vers nos collègues infirmières pour vraiment avoir une évaluation cognitive complète. Puis ça se fait plus, ça prend plus qu'un 15 minutes là, à faire. Donc, vraiment s'assurer qu'on a toutes les données dans le même panier pour la suite. Donc, ensuite, on peut référer plus en soins spécialisés. Donc, selon les résultats que nous avons, comme Catherine a mentionné, on ne peut pas faire le diagnostic de troubles neurocognitifs. Par contre, dans certaines régions, ils ont les mêmes trajectoires pour la clientèle orpheline. Donc, si on a un médecin partenaire, on pourrait faire le diagnostic en collaboration. Si on a une limite professionnelle qui est atteinte ou que notre collègue médecin fait plus de la pédiatrie, il est moins habitué dans les troubles neurocognitifs, on peut référer en soins spécialisés. Donc, on a le 65 ans et plus et le 65 ans et moins. Donc, moins de 65 ans avec une présentation neurocognitive qui est plus atypique. On peut aller en clinique de la mémoire. Puis quand on parle de 65 ans et plus avec une présentation neurocognitive typique et ou atypique, on va parler plus d'une clinique gériatrique. Alors maintenant, on va aborder la gestion avancée pour un patient atteint d'Alzheimer. Donc là, on s'en va plus au niveau des soins spécialisés, par exemple en clinique gériatrique où je travaille. Souvent, moi, je vais refaire davantage l'évaluation gériatrique globale que Maud vient de nous présenter, donc de vraiment refaire un tour de roue. Et c'est pas rare qu'on a des patients orphelins qui n'ont pas de médecin de famille ou pas d'IPS de famille. Donc, souvent, on en profite là, pour faire un tour général des maladies physiques connexes, par exemple. Ce qu'on va faire également, c'est souvent des suivis aux 6 mois. Donc, si on initie un inhibiteur de la cholinésterase ou un antagoniste des récepteurs NMDA, on aime bien revoir le patient dans le 6 mois dès la prescription. Et par la suite, ça sera aux années qu'on pourra le revoir pour le renouvellement de l'inhibiteur. Par contre, quand on est dans la mémantine, donc l'antagoniste des récepteurs NMDA, on va être toujours plus dans un suivi aux 6 mois, considérant qu'on ne peut pas faire une demande à la RAMQ de façon plus rapprochée. On va souvent faire les suivis des symptômes comportementaux et psychologiques reliés à la démence. Donc, nous le savons que ça peut évoluer selon la maladie. Ça va avoir plusieurs présentations différentes. Ça peut être des hallucinations, des troubles du comportement comme l'agressivité. Ça peut être de l'irritabilité, de l'anxiété, de la dépression. Puis, je le dis toujours à mes familles puis à mes usagers, il n'y a jamais personne qui évolue de la même manière. Donc, des fois, les usagers ont eu une expérience avec un un proche, par exemple, puis ont toujours une crainte, c'est de développer des STPD, c'est l'appellation commune, parce qu'ils ont vécu ça avec leurs proches, mais ça ne veut pas nécessairement dire, tu sais, que l'évolution va être la même. Donc, nous, c'est important non seulement de toujours avoir une approche avec l'usager, mais aussi avec les proches aidants. On va souvent revoir les pathologies gériatriques connexes.
Donc, on peut aller voir, par exemple, la sarcopénie, c'est quand on a une fonte musculaire qui est importante, qui peut être en lien avec des diminutions de l'appétit, des troubles d'équilibre. Ça peut être également le diabète qui est mal adapté ou mal ajusté qu'on va gérer. Donc, on va aller vraiment dans quel est le bénéfice ou le risque associé à mon traitement par rapport à ma personne qui est devant moi, mon usager qui est fragile. Ensuite, on va aller toujours évaluer le besoin de protection. Donc, on en a parlé un petit peu là, de notre limite concernant l'aptitude au bien à la personne, mais c'est pas parce que pour nous, c'est une limite qu'on se doit de fermer les yeux. Puis je pense que plus la personne devient fragile dans l'évolution de sa maladie, plus notre rôle nous revient à nous de s'assurer que l'usager est protégé. Donc, qui n'est pas à risque d'une situation financière précaire, qui ne vit pas de la maltraitance, qui ne vit pas de la violence. Puis il y en a plusieurs types. C'est souvent quelque chose qui est tabou, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même toujours garder en tête puis garder à l'œil. Ensuite, on va faire beaucoup de coordination de soins de proximité selon les besoins. Je vous dirais qu'on est souvent le rôle un peu pivot entre les soins de proximité et les soins spécialisés. Donc, c'est à nous de s'assurer que les proches et l'usager ont, par exemple, une infirmière qui va aller le suivre à domicile, qui va avoir une travailleuse sociale qui va s'assurer que les besoins sont répondus. Si, par exemple, il y a une nécessité d'ajouter des services parce que la personne a plus de difficultés à manger, qu'elle a besoin d'aide pour l'hygiène, bien là, ça sera à nous, tu sais, de lever euh, le drapeau puis de dire, ben, je pense qu'on a besoin d'aide pour aller les encadrer. Puis, il y a toujours aussi les services communautaires qui sont très, très aidants. C'est souvent des bénévoles qui sont là. Il y a le 811 aussi auquel on peut se référer. Et c'est vraiment à nous, là, les professionnels, de bien encadrer parce que la maladie cognitive, là, il n'y a pas de livre d'instruction qui vient avec ça. Puis ça peut être beaucoup déstabilisant, autant pour l'usager que pour le proche. Donc, d'avoir un professionnel pivot qui vient vraiment nous encadrer, un peu nous guider, j'ai envie de dire, avec les infirmières cliniciennes et tous les autres professionnels, bien, ça donne vraiment un bon coup de main. Puis je pense que ça vient aussi beaucoup répondre aux besoins des proches et des usagers. Puis il y a également une pertinence sur l'enseignement. Puis je pense qu'on le dira jamais assez, de prendre le temps d'enseigner c'est quoi la maladie cognitive, à quoi on peut s'attendre, c'est quoi l'évolution normale, atypique ou typique, comment on peut prévoir le coût, parce qu'on est dans un système de santé qui parfois est très dans l'exécutif du moment présent, mais nous, ce qu'on essaie de dire, c'est là, je vois vers où on s'en va. Donc, comment on peut rendre un peu le parcours plus doux pour éviter de devoir toujours gérer des urgences, mais de plutôt venir prévenir ces urgences-là, j'ai envie de dire. Euh, comme je vous disais, souvent, on va faire les suivis de patients orphelins, donc qui sont connus de nos services. Donc, une fois, par exemple, que le patient sans médecin de famille ou sans pièce de famille se retrouve dans nos services, il n'est pas rare que, par exemple, le volet IPS prenne en charge ces patients-là temporairement jusqu'à temps qu'ils soient attribués à une clinique ou à un médecin ou une pièce de famille pour s'assurer d'un suivi parce que c'est quand même malaisant, tu sais, de libérer des patients de des soins spécialisés quand on sait très bien la charge, la vulnérabilité que cela implique. Donc, on préfère les garder pour avoir une certaine un suivi de l'évolution, j'ai envie de dire. Notre autre exemple qui me fait vraiment plaisir de vous partager, c'est le soutien aux prochains aidants face à une situation complexe. On ne se le cachera pas. D'accompagner une personne avec un trouble cognitif, c'est un don de soi. Puis je trouve que les proches aidants, c'est souvent des coordonnateurs de soins. C'est souvent les gens qui sont au centre de multiples rendez-vous. En plus de s'occuper d'eux-mêmes, ils doivent prendre souvent entièrement la charge médicale et personnelle de la personne qu'ils soutiennent. Donc pour nous, à la clinique, c'est une priorité d'offrir une clinique du proche aidant. C'est vraiment une travailleuse sociale qui va travailler avec le proche, avec l'usager, à savoir comment on peut vous aider à mieux comprendre la maladie, à mieux comprendre l'évolution, comment je peux vous aider à mieux répondre aussi aux besoins parce que plus la maladie cognitive évolue, des fois les gens ont plus de difficultés à décrire leurs besoins, à les nommer, hein, c'est ça que ça fait. Donc là, ça devient un peu déstabilisant pour le proche qui voit des changements de comportement qui avant ne connaissait pas l'usager de cette façon-là, dans cette facette-là de sa personnalité. Donc, on essaie de vraiment les outiller sur comment réagir, se faire demander constamment la même question quand la mémoire à court terme est atteinte. On se le cachera pas non plus. Quand on répond plusieurs fois à la même question, ça peut devenir un peu irritant. Mais pour prendre bien soin
de nos usagers, il faut que le proche aidant soit capable de prendre soin de lui aussi, puis de répondre aussi à ses besoins de mais comment je peux répondre ou réagir à cette situation-là. Donc, encore une fois, on va beaucoup supporter les soins de proximité. On va également beaucoup les référencer, j'ai envie de dire, peut-être que j'invente un mot, mais les référer plutôt, pardon, à un organisme communautaire. Puis, on entretient beaucoup une relation de proximité avec le proche aidant. C'est-à-dire que nous, nos rencontres sont souvent euh, avec le proche. Il y a tout le temps une partie qu'on rencontre que l'usager, mais il y a souvent la proximité de que avec le proche également pour avoir une lecture exacte de la situation. Parce que les troubles cognitifs, des fois, ça fait en sorte que la personne a un autocritique ou un jugement altéré de sa situation. Donc, pour avoir l'heure juste de comment ça va à la maison, ton moral, il est comment. Des fois, la personne qui est atteinte du trouble cognitif devant moi ou devant nous va nous dire que tout est correct, que tout va bien, puis on est content pour eux, tu sais, qu'ils soient bien dans cette situation-là. Mais quand on regarde la lecture différente du proche, ben, il y a des éléments qui compromettent la sécurité, par exemple, puis il y a des éléments qui nous disent, ben, je pense qu'on pourrait peut-être acheter des services ou on pourrait peut-être travailler cet élément-là ensemble. Donc, je vois toujours ça un peu, puis c'est un peu la phrase de fin. À chaque fois que j'ai un usager, que j'annonce, ben, pas que j'annonce, mais avec le médecin partenaire, mais qu'on annonce, tu sais, le diagnostic de trouble cognitif, c'est comme toujours un peu comme un raz-de-marée dans le visage, puis c'est comprenant parce que là, je pense que quand on prend conscience qu'on met des mots médicaux sur des changements cognitifs, des changements de personnalité, ça a un impact incroyable. Fait que moi, je dis toujours à l'usager et à mon proche qui est devant moi, que la maladie cognitive, c'est comme un voilier en haute mer. On a très peu de contrôle sur la trajectoire que le voilier va décider de prendre. Donc, le capitaine, ben, c'est un peu l'usager. Tu sais, lui, il essaye de naviguer avec son bateau. Puis nous, les proches et les professionnels, on est comme un peu les matelots. Tu sais, on essaie de faire en sorte que la barque, elle se stabilise, puis que s'il y a une tempête qui arrive ou un raz de marée ou de la houle, ben, qu'on essaye de rendre un peu la trajectoire plus douce. Mais il faut toujours se rappeler qu'au final, c'est pas nous qui avons le dernier mot, hein. C'est la maladie cognitive. C'est le bateau qui décide où ce qui s'en va. Mais rappelez-vous toujours une chose, c'est qu'après chaque tempête, il y a toujours une accalmie. Puis c'est toujours là-dessus que j'essaie de toujours ramener les proches et les usagers de, je pense que là, on a un petit moment de tempête, mais on va finir par passer ça, traverser ça ensemble pour qu'après ça, ce soit beaucoup plus doux pour vous. Donc, on est allé un peu plus rapidement, mais merci beaucoup pour votre écoute. Puis, on serait pratiquement déjà rendu à la pause de questions. Je ne sais pas, Simon, tu avais un petit, tu voulais rajouter quelque chose? Je peux rien rajouter sur cette belle phrase, sur cette belle image. Donc, non, j'avais rien à rajouter de mon côté. Parfait. Alors, voici les références, puis on les avait aussi notées pendant la présentation. OK, merci beaucoup. Merci, merci. Euh, Parfait. Vous pouvez fermer votre partage d'écran. Je vous invite à fermer votre partage d'écran pour qu'on puisse mieux vous voir. Oh. Excusez-moi, je voulais juste vous voir. Parfait. Mais merci, merci beaucoup, Catherine, Maud. C'était super, c'était vraiment informatif. C'était une super belle présentation. On a quelques questions, moi j'en ai plusieurs. Puis il y en a d'autres qui continuent à débouler. Vous avez plusieurs collègues dans la salle, donc j'ai pas été capable. Donc certaines des questions, je crois que c'est des commentaires pour ajouter. Certaines sont des questions, je ne comprends pas toutes, mais on a le temps, on va pouvoir passer au travers une après l'autre. Pour la dernière page, si vous pouvez me donner le copier-coller, je pourrais le mettre au bas de YouTube, comme ça les gens vont avoir accès aux références, s'ils veulent les consulter, parce que c'est sorti un petit peu petit dans la présentation. Et c'est vraiment une belle présentation. Merci beaucoup. J'ai commencé par un commentaire. C'est une personne qui a dit que le doctorat de médecine est un doctorat de premier cycle. En fait, ça dépend du pays. Aux États-Unis, il faut absolument avoir un bac avant de pouvoir rentrer au doctorat en médecine. Au Québec, dans mon temps, certains, avec des très fortes notes, pouvaient rentrer après le cégep, mais la majorité, c'est après le baccalauréat. Et de nos jours, j'assume que c'est toujours encore quelques personnes après le cégep peuvent rentrer au doctorat en médecine, mais c'est vraiment peu d'étudiants qui peuvent aller directement au doctorat. C'est très contingenté et limité le nombre qui peuvent y aller directement après le cégep. Mais merci pour le commentaire. Là. Effectivement, c'est pas nécessairement un doctorat de deuxième cycle.
Euh, une question, ouais, intéressante. Est-ce que les cliniques IPS, c'est des cliniques privées ou c'est des cliniques publiques? Mais le nouveau modèle au niveau ministériel, c'est vraiment des cliniques publiques. Donc, c'est vraiment financé par le gouvernement. Il y a certaines cliniques IPS privées qui existent également, mais vraiment le modèle que je vous ai parlé pour la porte d'entrée, c'est vraiment le modèle au public financé par par notre AMQ, là, par notre carte d'assurance maladie. OK, parfait. Puis on peut trouver l'endroit de ces cliniques-là sur votre site web? Je crois qu'au niveau ministériel, il y a quand même trouvé des ressources OK. pour les cliniques IPS parce il y en a 15 à ce jour, des cliniques IPS dans certaines régions. Puis OK. c'est sûr qu'au niveau du gap de 8-1 option 3, quand il y a une clinique IPS dans la région, il y a une bonne partie de la clientèle orpheline qui aboutissent de cette façon-là. Puis ou sinon, les patients qui sont inscrits directement aux IPS vont avoir les coordonnées de leurs cliniques respectives. OK. Merci. Je vais essayer de le googler puis voir si je peux mettre le lien en bas de YouTube. Puis une question similaire, je ne sais pas si c'était une question ou un commentaire. Quelqu'un a demandé pour le temps d'attente du GAP pour avoir accès à des IPS. Bien, je pense Euh, que tout dépendant de la raison de consultation, parce qu'il y a des rendez-vous plus urgents, il y a des rendez-vous moins urgents. Mettons comme formulaire de permis de conduire ou des fois dans une évaluation cognitive, ils vont peut-être tomber dans la pile moins urgente, j'ai une pneumonie ou j'ai une bronchite à être vue rapidement. Mais tout dépendant de la région, il y a aussi des cliniques médicales, mais je ne peux pas m'avancer sur les hmm. délais d'attente malheureusement. C'était un commentaire, je crois. Ça se peut que ce soit un peu long pour On certaines essaie de faire personnes. mieux. On essaie de faire mieux. Plus il y a de gens qui participent à donner de rendez-vous pour la clientèle orpheline, plus on va avoir une augmentation de l'accès, plus le délai d'attente va être diminué. Ouais, c'est bien. Merci, mais on essaie tous de faire mieux, là. Puis, ah, Santé Québec va tout changer. On l'espère. Euh, cette question-là, je la comprends moins, mais je crois que c'est un commentaire pour l'aptitude-inaptitude. Apparemment, si l'infirmière praticienne, l'IPS, a les habiletés cliniques, elle peut faire l'évaluation. Je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire au sujet de déterminer si quelqu'un est apte ou inapte. Voulez-vous commenter? Certaines, ouais. En fait, c'est qu'il y a deux, comme je l'ai nommé, il y a deux façons d'évaluer l'aptitude, puis c'est deux choses très distinctes. Donc, il y a l'évaluation de l'aptitude à consentir à un soin. Donc, ça, c'est plus selon les critères de la Nouvelle-Écosse, par exemple, là, pour le public un peu plus médical qui nous écoute. Donc, oui, les infirmières peuvent le faire sans problème, les SPS également. Mais l'évaluation de l'aptitude au bien et à la personne, qui a vraiment un cadre juridique, techniquement, déontologiquement, les SPS ne peuvent pas le faire. Ils peuvent contribuer à l'évaluation, mais ne peuvent pas remplir le document. Il doit être rempli par un professionnel, par exemple le médecin. Et à ce moment-là, c'est ce qui nous limite là, actuellement, mais c'est à venir. Mais techniquement, on n'est pas supposé de produire le document et que le faire signer par le médecin. Ça devrait vraiment être le médecin qui le fasse. C'est quoi l'aptitude au bien de la personne? C'est à la capacité de savoir est-ce que la personne, elle comprend, par exemple, son état de santé, ses antécédents, OK. ses médicaments, c'est l'aptitude à pouvoir décider pour elle-même, donc de prendre soin d'elle-même et tout ce qui est le volet financier, donc l'attitude au bien. Est-ce que la personne, elle comprend ses revenus, ses avoirs? Est-ce qu'il y a une situation précaire dans laquelle elle est actuellement, par exemple, avec un risque de maltraitance financière? Est-ce qu'elle comprend ses paiements? Est-ce qu'elle comprend son loyer, combien ça lui coûte par mois? Donc, c'est vraiment sa capacité à gérer au niveau financier. Et c'est là que, suite à l'évaluation, on va pouvoir camper s'il y a une aptitude ou une inaptitude qui est actuellement toujours temporaire maintenant. Et voilà, donc c'est vraiment, quand on déclare la personne inapte, par exemple, elle va tomber soit sous un régime de protection ou sous un mandat de protection selon si l'homologation, s'il y avait un mandat en cas d'inaptitude qui avait été fait, on va aller plus vers le mandat de protection. Puis si on est plus dans un contexte qu'on n'avait pas de mandat puis qu'on veut aller le protéger, ça va être plus un régime de protection sous tutelle. OK. Excuse-moi, je prends des notes. C'est vraiment utile. Similairement, dans cette série-là de questions, avec les demandes anticipées d'aide médicale à mourir, je sais que les infirmières vont être formées pour pouvoir remplir le document. Est-ce que vous avez des informations sur quelles infirmières vont pouvoir être, parce que je sais que c'est les médecins et certaines infirmières, mais je ne sais pas quelles infirmières sont en cours de formation pour pouvoir remplir les documents avec les patients et les proches aidants, remplir les documents de demande anticipée.
Oui, Si tu si je peux me connais permettre, certaines, ouais. oui. Donc, les demandes anticipées d'aide médicale à mourir ne peuvent être remplies que par deux professionnels, le médecin ou l'IPS. Donc, l'infirmière clinicienne ne peut procéder à l'évaluation des demandes anticipées, peut collaborer, par exemple, en offrant le document là, qui est disponible sur le site du ministère. Euh, Moi, par exemple, je suis dans un projet novateur à notre clinique là, sur le développement d'une trajectoire pour évaluer les demandes anticipées. C'est encore très nouveau, hein, c'est depuis octobre 2024 seulement, donc il y a encore beaucoup de défis à rencontrer, tant au volet médical qu'au niveau du volet IPS. Nous, ce qu'on le fait actuellement, c'est vraiment dans une collaboration très étroite entre l'IPS et le gériatre. Donc, on va vraiment venir, moi, je vais faire vraiment la grosse rencontre, la rencontre initiale qui suit la demande, en fait, là. Euh, Mhm. donc, c'est vraiment très exhaustif, mais ce que l'IPS, pour répondre à la question, peut procéder à l'évaluation. OK. C'est que c'est ceux qui sont dans des centres de clinique, qui travaillent avec le médecin pour les écrire avec les patients. Ben, en Oui, mais première tu sais, ligne, l'IPS pourrait ouais. décider de le faire seul également, sans médecin nécessairement. Tu sais, l'IPS peut le faire de façon OK. autonome en entièreté. Nous, c'est un exemple tu sais, de trajectoire qu'on a mis dans le contexte que c'est nouveau, mais l'IPS et le médecin pourraient le faire de façon séparément autonome en entièreté. OK. Un mot que tu voulais ajouter? Ben, il y a plusieurs modèles, c'est ça qui existe. Mettons, nous, en Estrie, toutes les demandes passent vraiment par le GIS, qui est vraiment le groupe au niveau de tout ce qui est demande AMM, aide médicale à mourir et tout ça. Puis ensuite, ils vont redistribuer les demandes selon la région avec les intervenants qui avaient levé la main, qui étaient prêts à en remplir. Puis justement, la clinique IPS à Sherbrooke, on a eu des demandes de patients, là, justement, qui ont été transférés vers du GAP pour remplir ce type de demande. Je peux vous dire que ça ne restera pas dans un sans rendez-vous parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne de remplir ça en 15 minutes. Mais sinon, certaines IPS ont déjà débuté là, à remplir ce type de demande. Tout commence avec un mentorat. Je pense qu'on est plusieurs à vouloir s'entraider pour s'assurer qu'on fait bien les choses, puis de faire vraiment, d'avoir des champions un peu dans toutes les régions pour permettre l'accessibilité aux patients. Ah oui, mais c'est nouveau pour tout le monde. La formation des médecins et des EPS pour les demandes anticipées, je comprends bien, est en cours encore. C'est en développement. C'est permis, mais c'est encore en développement pour tout le monde puis développer les trajectoires, développer Tout à pour fait. tous. Merci beaucoup pour ces informations-là, vraiment à jour. On a une autre question sur, ah oui, le changement sur le moment où est-ce que vous allez pouvoir diagnostiquer certaines maladies, troubles neurocognitifs. Une personne demande si c'est en lien avec le projet de loi 67. Je peux y aller. De Oui. ce côté-là, au niveau du projet de loi 67, c'est vraiment l'élargissement pour d'autres professionnels, dont les pharmaciens dans certains actes, puis au niveau des infirmières cliniciennes spécialisées en santé mentale, qu'on parle à peu près un volet de 30 personnes au Québec, avec tous les psychologues également. Nous, de notre côté, selon la loi, on peut déjà faire le diagnostic de toute maladie. Par contre, il y a un petit règlement sous-jacent pour l'évaluation des troubles mentaux que c'est sur ce règlement-là que nous sommes en train de travailler pour pouvoir avoir la formation adéquate pour convenir aux exigences. Fait que nous, c'est vraiment un travail qui est à part du projet de loi 67. Donc, nous, le travail avait déjà été fait avec notre loi là, sur les infirmiers et infirmières en 2021. OK. Une question un peu plus aléatoire. Est-ce qu'une IPS pourrait avoir deux spécialités, faire par exemple Oui, gériatrie adulte et santé mentale? on en a qui ont fait des doubles spécialités, on en a des premières lignes et qui font soins aux adultes. Par contre, après, vu que c'est quand même deux trucs bien connexes, il faut quand même qu'ils fassent un choix. En première ligne, on en a vu qui sont allés faire une maîtrise en santé mentale également. Donc, ils ont des doubles spécialités, ça existe. Ils sont pas beaucoup, mais on parle de peut-être 15 ou 20 personnes actuellement. Mhm. Oui, il y en a qui aiment beaucoup apprendre, qui n'arrêtent pas l'école sans arrêt, là, Ouais, exact. continue. Je vais voir s'il y en a d'autres des questions. Merci à tout le monde pour toutes les questions, c'est fort apprécié. J'avais peut-être une petite précision à ajouter, là. J'ai lu un commentaire, puis ça m'a un peu interpellée, puis je trouvais ça peut-être important de revenir. Effectivement, c'était nommé, tu sais, le mot démence n'est plus utilisé, puis c'est vrai parce que ça avait une connotation péjorative. Puis les gens associaient beaucoup le diagnostic démence à la folie, alors que c'est complètement deux choses différentes. Donc, dès d'entrée de jeu, c'est tout le temps pertinent de nommer que on parlera pas de démence, mais bien de troubles neurocognitifs.
C'est bien important de bien clarifier ça avec l'usager et la famille. Par contre, il y a encore des thématiques qui sont utilisées, par exemple la démence à corps de Lewy, puis on tente de changer le vocabulaire pour nommer davantage tes troubles cognitifs à présentation à corps de Lewy, là. C'est un exemple, là. Mais la nomenclature n'a pas encore 100% changé, mais effectivement que ce n'est plus un terme qui est utilisé d'emblée, là, la démence. Ouais, merci pour pour la précision. Merci beaucoup. Je pense que ça amène près. Mais je pense que j'ai vu un commentaire Ouh! aussi, Il y Rachel, a une autre. sur Super Infirmière. Je ne sais pas si c'était ça, non? Ben, je peux y aller OK. sur Après celui-là. ça, j'en ai un autre aussi après. Ben, Oh ça oui, va être celui-là, assez c'était rapide super sur infirmière. super infirmière. Je pense que les gens nous ont beaucoup associés au terme super infirmière. C'est ça qui a vraiment collé dès le début. Par contre, toutes les infirmières sont super, donc on n'aime pas ce titre-là nécessairement. Je pense qu'on essaie de renverser un petit peu pour vraiment parler d'infirmières praticiennes spécialisées. Mais en effet, là, on était beaucoup associés aux super infirmières. Donc, c'est le terme là, qu'on a eu dans les années passées. Mais en grand groupe, je pense qu'on peut faire la différence puis vraiment nous appeler infirmière praticienne spécialisée. Mais c'est difficile parce que les gens ont vraiment adopté ce terme. Oui, non, je comprends. J'ai une super bonne question, en fait. Une autre, toutes les questions étaient super bonnes, mais j'en ai une autre qui est vraiment importante. Si souvent que quelqu'un veut voir une IPS au lieu d'un médecin, est écrit à la place d'un docteur, c'est ça. Est-ce que c'est possible de voir une IPS au lieu d'un docteur? C'est une bonne question. Je pense qu'on veut augmenter l'accès pour tout le monde. Je sais que dans certaines cliniques, il y a des IPS qui sont dans les cliniques avec les médecins collaborateurs puis qui peuvent alterner certains suivis. Je sais qu'il y a des transferts de clientèle qui peuvent être faits vers des IPS en première ligne également de des médecins qui partent à la retraite ou qui veulent aller jouer, avoir une autre clientèle différente. Ça peut être possible, mais de transférer à la RAMQ pour l'instant, c'est pas possible à moins de se désinscrire et de se réinscrire. C'est un coup de dé, là. Moi, je le ferais pas nécessairement parce qu'on sait pas combien d'attentes on a pour avoir un professionnel. Mais dans la clinique même, il y a une possibilité de voir des IPS. On peut toujours le demander. OK. Merci. Je crois que ça répond à toutes les questions. Je vous remercie grandement pour votre temps, pour votre aide, pour toutes vos informations. C'était vraiment incroyablement utile. Euh, la présentation est enregistrée sur YouTube, puis elle va être placée à peu près dans une semaine sur notre chaîne YouTube. Le lien est dans le chat. Euh, Quand vous allez fermer votre Zoom, il va y avoir tout le monde, vous allez avoir un questionnaire qu'on apprécierait si vous pouvez prendre le temps de répondre à toutes les questions. Euh, Puis, les autres questions ont été répondues. Un instant. Ah, je remercie encore tout le monde. Ça a été merveilleux. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire à conférence, à commercial, québec.ca. Alright, sur ça, je vous laisse. Merci beaucoup, Catherine, Maude. Vous avez été fantastique. Belle présentation. Merci beaucoup.